Bonjour Xavier Lemoine. Bonjour Guillaume. Vous êtes maire de Montfermeil depuis 2002, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kamel Béchik. Bonjour. Vous êtes président des Fils de France, un mouvement patriotique qui s'adresse principalement aux musulmans. Donc nous sommes ici pour parler d'une actualité brûlante qui est liée aux derniers événements des attentats de Charlie Hebdo. Donc les questions d'identité, d'assimilation, de laïcité, les enjeux culturels et éducatifs autour de ça, tout ce qui aujourd'hui est dans l'air du temps et partout dans les médias, nous allons en parler pendant cet entretien. Alors la première question, c'est Xavier Lemoine, comment la population, notamment musulmane de Montfermeil, ou vos élus, ont-ils perçu les événements du 7 janvier, puis du 11 janvier? Quelle était l'ambiance? Je crois que vous faites bien effectivement de relier les événements du 7 et du 11, parce qu'il y a une continuité entre eux et qui a consacré une forme de fracture. D'abord, sur les événements du 7, donc la tuerie de Charlie Hebdo, ça a été vécu de manière très différente et la communauté musulmane, si elle était unanime pour dire les policiers ils n'avaient rien fait dans l'affaire, l'homme de service qui s'y trouvait non plus, lorsqu'on arrivait sur la question des journalistes et de ce qu'ils avaient pu produire, on sentait que s'il y avait une réprobation, il pouvait aussi y avoir une forme d'explication qui était donnée. En gros, ils l'ont un peu cherché, un peu. Bon. C'était vraiment des discussions qu'il fallait avoir de personne à personne pour essayer de faire évoluer, mais on sentait qu'il y avait une réserve. Enfin, c'était pas l'indignation unanime et totale au regard de ce qu'il y avait. On sentait qu'il y avait une blessure qui avait fortement marqué et qui, je dirais, ne pouvait pas être gommée par une indignation unanime. Premier point. Et puis après, il y a eu cette montée en puissance que j'ai trouvée, dramatique et très dangereuse, du slogan « Je suis Charlie ». Qu'il ait été un argument parmi d'autres, ou qu'il ait pu être un argument parmi d'autres, je l'aurais compris et laissé. Après tout, c'était une forme d'expression au regard de ceux qui pouvaient se reconnaître dans Charlie, dans l'esprit Charlie, plus qu'au regard des personnes qui avaient payé de leur vie. Sauf que, en fait, il est monté en puissance, il a occulté, je dirais, tous les autres questionnements. Et donc, là, il y a eu une impossibilité, et je l'ai vécu au sein de mon conseil municipal, au sein de ma propre équipe, de pouvoir participer, et je dirais à la limite communier, parce qu'il y a 4 millions de personnes, c'est pas tous les jours qu'on met 4 millions de personnes dans la rue, à ce qui s'est passé, parce que l'identification à « Je suis Charlie » était strictement impossible. Et là, je l'ai vécu, j'en ai discuté en conseil municipal, et là, il y a eu un soulagement de mes élus de culture ou de confession musulmane en disant « Merci de nous comprendre ». Et merci de pouvoir vous rejoindre dans cette indignation, mais à condition qu'on n'aille pas nous mettre sur le front ou ailleurs. Je suis Charlie, nous ne pouvons pas être Charlie. Et là, à ce moment-là, dès lors qu'on fait bien la distinction entre l'esprit du journal et les hommes qui ont perdu la vie, à ce moment-là, on peut revenir dans une indignation, pardonnez-moi, partagée par le plus grand nombre. Voilà. Donc, mais c'est un travail que vous faites à l'échelle d'une commune, c'est un travail que vous faites parce que vous êtes en relation de confiance et de connaissance avec ces personnes. C'est pas un travail qui est facile à faire sur le 20h à la télévision. Et ce travail-là, au niveau national, me semble-t-il, n'a pas encore été fait. Et je pense que c'est à nous tous, dès lors qu'on a perçu les enjeux dans les semaines, dans les mois qui viennent, de reprendre tranquillement ces événements pour qu'on puisse rapprocher les points de vue et bien faire comprendre que ceux qui ont voulu se revendiquer de « Je suis Charlie », libre à eux, mais qu'en aucun cas c'est représentatif de la France. Et on a vu les dégâts que ça faisait également à l'international. C'est un autre sujet, mais déjà au plan national, il y a eu de gros dégâts de fait. Alors Kamel, vous sillonnez la France à la rencontre principalement des musulmans, vous parlez dans des mosquées, vous voyez des jeunes, des moins jeunes. Qu'avez-vous observé à cet égard ? Beaucoup de choses, mais je partage ce que disait Xavier dans le sens où l'adhésion au discours « Je suis Charlie » peut être sur différentes strates. Évidemment, Charlie qui titrait une semaine avant les attentats avec un dessin où on voyait la Vierge Marie copuler avec le Christ en disant nous réécrivons l'histoire du christianisme, du catholicisme, je ne sais plus. Je ne peux pas y souscrire, pas plus que je souscris aux caricatures liées à l'islam, etc., etc. Bon. En revanche, face à la tuerie, à l'esprit de communion nationale et du deuil national,
j'ai vu évidemment une solidarité, mais une solidarité qui doit être, comme il le disait très justement, stratifiée. On ne peut pas adhérer à tout « Je suis Charlie », mais on peut adhérer à une partie de « Je suis Charlie ». C'est exactement ce que j'ai rencontré à la suite du 7 janvier. Autre chose, et que peut-être on ne peut pas forcément percevoir lorsqu'on n'est pas à l'intérieur de la communauté musulmane, c'est la grande peur d'être assimilé ou soupçonné de sympathie à l'endroit des tueurs. Et je voyais des femmes portant le voile, disant bon, bah, pendant une semaine ou deux, je vais m'abstenir d'aller en centre-ville pour éviter de tenter l'agression, etc. Donc il y a de la tension. La tension n'est pas forcément celle que l'on croit des deux côtés. Et je crois aussi que, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de sympathie d'amis catholiques, signifiant l'idée, attention, ne faites pas d'amalgame, dans le sens où tous les Français ne sont pas dupes de la violence de Charlie Hebdo dans ses caricatures, et tout le monde ne souhaite pas être représenté par la violence de ces caricatures depuis que le journal a été créé. Donc, pas d'amalgame fonctionnait dans les deux sens, c'est-à-dire des musulmans ne souhaitant pas être assimilés aux tueurs et des non-musulmans ne souhaitant pas être assimilés à Charlie Hebdo. Alors Xavier, vous avez une politique municipale qui vise à favoriser une forme d'assimilation culturelle. Vous me direz si le mot est juste. Est-ce que ça complique les choses, ce qui s'est passé? Alors, avant de répondre directement à cette question-là, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, qui est très important, sur la question du pas d'amalgame. Et j'ai commis, il y a 2 jours, un petit article pour dire que un des arguments les plus dangereux aussi qui existent actuellement sur cette méfiance qui s'installe entre la communauté musulmane dans son ensemble, pour faire bref, et la communauté non musulmane, c'est justement ce mot d'ordre pas d'amalgame. Parce qu'on ne peut pas déconnecter l'épisode Charlie de ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Nigeria, avec Boko Haram, etc. Et que là-bas, il y a des chrétiens qui sont directement victimes de mouvements politiques qui se réclament, qu'on le veuille ou non, de l'islam. Et à vouloir dire et nous faire croire à tout prix, surtout pas d'amalgame, c'est le meilleur moyen qu'au regard d'un spectacle international inquiétant, on se dise, attendez, ils nous prennent pour qui? Bon. Et donc de ce fait-là, on rebascule dans une globalité en disant ils nous mentent, et donc c'est tous les musulmans qui sont forcément, etc. Donc je pense qu'il est préférable, même si le débat n'est pas facile, de pouvoir dire il ne s'agit pas de faire d'amalgame, mais il s'agit peut-être de vouloir interroger l'islam sur son rapport avec la violence, et que et que l'on puisse accepter que par la lecture du Coran, dans la lecture du Coran et, je dirais, des hadiths qui sont prescriptifs en termes de droit, on puisse reconnaître qu'il y a des musulmans qui ont souhaité, qui veulent faire une lecture belliciste, et qu'il y en a d'autres, plein d'autres, et plutôt habitant dans notre pays actuellement, qui font une lecture plus pacifique. C'est ce que veut dire en fait le pas d'amalgame, c'est-à-dire que la lecture... C'est pas comme ça que c'est compris. C'est pas comme ça que c'est compris. Et on veut exonérer, je dis bien le Coran, donc je distingue bien les hommes et les femmes qui ont leur liberté et qui font des choix personnels, d'un corpus, je dirais, idéologique, on va dire, où je dirais on peut faire une lecture belliciste ou on peut faire également une lecture pacifiste. Et si on n'est pas capable de poser cette question-là, le pas d'amalgame se retourne en je fais un amalgame parce que on m'empêche d'aller chercher un peu plus profondément les causes de ce qui se provoque en France et surtout à l'international. Je vais continuer sur ce que dit Xavier, si vous permettez, oui. Guillaume. C'est le moment C'est qu'au moment, par exemple, des persécutions des chrétiens d'Irak, je crois 120 théologiens musulmans du Sénégal jusqu'à l'Indonésie, en passant par les pays arabes, se sont réunis sur une déclaration commune de 30 pages pour dénoncer à l'appui ou s'appuyant sur les textes justement religieux l'antinomie de la compréhension globale de cette religion avec la violence qu'utilisent Daesh et les terroristes. En disant, en signifiant, bon, de toute façon du point de vue factuel, on peut en effet avoir une lecture belliciste ou belliqueuse des textes ou une lecture pacifique. Mais ce rapport au texte
on peut le retrouver dans l'ensemble des religions et l'ensemble des idéologies. Lorsque Nathalie Ménigon, Marx Frérot et Rouillant créent Action Directe pour tuer Georges Besse, patron de Renault, c'est au nom d'une certaine lecture du marxisme. Et on ne va pas pourtant impliquer l'ensemble des gens de gauche dans cette forme de lecture belliciste. Lorsque, au cours de l'histoire, l'Église catholique, pour des raisons souvent très politiques, cautionne une certaine violence, je pense vis-à-vis des protestants, ou je pense à d'autres endroits de l'histoire plus récents, il y a en effet une lecture qui n'est pas pacifique des textes. Donc ce que je crois, c'est qu'on peut resituer les événements internationaux de violence commis au nom de l'islam dans une anthropologie politique plus globale. C'est que face à des textes, on peut avoir une lecture, en effet, belliciste, belliqueuse, violente, ou une lecture pacifique. Et on a suffisamment, je crois, d'exemples dans l'ensemble, dans l'histoire des idées, dans l'histoire des spiritualités, pour appuyer ce fait-là. Alors, avec une difficulté supplémentaire, que contrairement, si on prend uniquement la religion catholique, c'est qu'il y a un clergé et une doctrine, et qu'à la limite, l'excommunication, c'est pas un vain mot, ça veut dire qu'à un moment donné, passé certaines limites, je dirais, il y a un rappel à l'ordre et une sortie de la communauté, dès lors que les actes ne sont plus en conformité avec cette doctrine et au regard de ce que le clergé peut, à la tête le pape, peut indiquer. Sauf que là, il y a effectivement des courants et des théologiens qui peuvent, et je ne conteste en rien, je dirais, la parfaite honnêteté intellectuelle des 130 théologiens qui se sont réunis, 130 théologiens qui se sont réunis, sauf qu'ils ne peuvent pas interdire à un musulman de faire la lecture qu'il souhaite faire lui, ou qu'un imam auto-proclamé, parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'ordination, il n'y a pas de, je dirais, d'agrément, je dirais, peut faire. Et c'est toute la difficulté dans laquelle on en est, où on doit considérer les personnes au regard de ce qu'ils ont décidé de vivre, mais elles n'engagent qu'elles, elles n'engagent pas les autres. Et c'est toute la difficulté dans la relation que l'on peut avoir avec l'ensemble de la communauté, avec dernier facteur qui est quand même à prendre en compte, c'est le poids de la communauté, je dirais, sur l'ensemble de ses fidèles. Et on voit bien dans nos quartiers comment certaines personnes qui souhaitaient avoir des comportements personnels, vestimentaires, alimentaires ou autres qui leur convenaient, par la pression de la communauté, etc., progressivement en viennent uniquement pour trouver une tranquillité, mais pas par conviction, en viennent à adopter des comportements qui les font rentrer dans ce que le poids de la communauté... voilà. Donc tous ces facteurs-là viennent compliquer la perception que l'on peut avoir, les explications que l'on peut donner. C'est l'enjeu identitaire de l'islam. Oui, c'est ça, c'est la question. C'est-à-dire que quand on parle de communauté, il faut peut-être cerner le mot, parce qu'il est souvent, enfin cette communauté n'est pas déterminée uniquement par son appartenance à une spiritualité qui, comme on l'a vu, peut avoir plusieurs lectures. Il y a aussi une communauté ou une forme de solidarité par strate sociale, c'est-à-dire qu'on est du même quartier, on est dans la même pauvreté, on est à l'écart du monde qui fonctionne, qui tourne, qui consomme, etc. Et on est aussi dans une forme de solidarité ethnique, dans le sens où nous sommes descendants des pays du Sud. Voilà. Donc le déterminisme ou la communauté musulmane, malheureusement, est souvent perçue à travers la strate sociale à laquelle appartiennent beaucoup de musulmans aujourd'hui en France. Mais entre un émir du Qatar avec des milliards d'euros, enfin des millions d'euros sur son compte en banque, et le jeune... c'est pas le faire insulte. Et le jeune désœuvré du quartier de Montfermeil, tous les deux accèdent en effet à une spiritualité qui s'appelle l'islam, mais avec des parcours sociologiques et une compréhension donc du texte, des textes religieux sensiblement différentes. Sachant que plus les zones sont paupérisées, plus l'islam devient un marqueur identitaire coupé d'une certaine spiritualité. Je crois qu'il est très important aussi de moins en moins vrai. C'était vrai. Il y a encore peut-être 10, 5 ans, mais ça l'est beaucoup moins maintenant. En tout cas, ce que je crois observer, c'est que plus on se grime, plus on a
on donne d'importance à l'aspect exotérique de la pratique religieuse par une grande barbe, par un qamis, enfin une djellaba, ou le fait de se voiler en noir pour les femmes. Moins généralement, on a une construction, un capital connaissance religieux important. Et souvent, un lien à la transcendance relativement faible. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une étude très intéressante qui a été menée à l'École des hautes études en sciences sociales sur les filles du salafisme. Donc, c'est les parcours, c'est comment une jeune fille qui a été socialisée dans l'école républicaine, avec Dorothée, avec Patrick Sabatier, etc. à la télévision, comment cette personne-là, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, en arrive à quasiment se déguiser dans l'espace public. Eh bien, le questionnaire était situé de la manière suivante. On posait d'abord des questions sur la transigence possible quant à la tenue vestimentaire, et là, il y avait un refus catégorique. Puis on passait aux actes de dévotion et on demandait si les prières, les 5 prières par jour, par exemple, étaient faites à l'heure, s'il y avait une lecture du Coran quotidienne, etc. Et à chaque fois, c'était dans la négative. C'est-à-dire que les actes de spiritualité, dans l'intimité, dans le secret, dans la relation à la transcendance, dans la verticalité, était extrêmement faible. En revanche, tout ce qui permettait d'être un marqueur dans l'espace public en tant qu'identité était extrêmement rigide et fort. Et à ce titre-là, je crois l'avoir un petit peu observé, puisque quand même depuis 20 ans je travaille dans les mosquées de France, un petit peu, hein, mais vous aussi vous l'avez observé d'une certaine manière, je m'aperçois que l'évolution de la spiritualité est très généralement en disproportion avec le fait de vouloir exister dans l'espace public en tant qu'identité musulmane. Et c'est pour ça qu'il faut parfois ne pas penser que les apparences, les habits ne font pas forcément les moines. Voilà. D'accord. On peut dire le moine. On peut dire le moine. Ah oui, j'avais oublié. Excellent. Bravo, alors là. J'avais oublié. Donc on voit bien à travers ce que dit Kamel de l'islam, de l'évolution, des marqueurs identitaires. Sur la viande halal, par exemple, excusez-moi de vous couper la parole, Oh, Guillaume, mais c'est très parlant sur la viande halal, par exemple. Vous allez avoir des dealers, donc qui vendent de la mort, de l'héroïne, etc. Au quotidien, bon, sans se poser vraiment de questions, donc ils n'ont pas de pratique religieuse orthodoxe, je dirais, mais qui, par rapport à la viande halal, sont d'un dogmatisme absolu. Et le fait de consommer 1 gramme de viande non halal serait pour eux un scandale absolu, tandis qu'ils... C'est plus grave qu'un gramme de coke. Voilà, c'est plus un gramme de coke. Et donc on a une inversion, si vous voulez, des valeurs, mais simplement parce que le fait de manger halal devient un marqueur identitaire structurant dans des personnalités qui souvent sont extrêmement déstructurées. D'accord. Alors vous avez le moine. Ça montre la complexité, effectivement, de la perception et de l'explication qu'on peut avoir. Et dans cette complexité, en termes de politique publique, puisque c'est difficile de tout appréhender sur le plan sociologique, mais ça a son importance dans l'analyse, mais vous, en termes de politique publique, comment vous appréhendez toute cette complexité? Je suis convaincu que dans nos villes, un maire fait 40 métiers différents. C'est ce qui rend la chose passionnante, et il a aussi l'avantage de voir assez à brève échéance les effets de ces politiques. Nous avons donc des politiques sectorielles à mettre en place. Par exemple, le renouvellement urbain, qui a consisté à redonner de la dignité, de la fierté aux habitants, était une condition nécessaire et indispensable avant de pouvoir parler de politique sociale. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards et des milliards sur des politiques sociales, mais au bénéfice de personnes qui vivaient dans de telles conditions d'habitat que tant qu'il n'y avait pas de dignité et fierté, les politiques sociales ne pouvaient pas s'inscrire et n'engrainaient pas. Premier point. On peut mettre en place des politiques de sécurité publique, et avec certains succès. Le ministère de l'Intérieur est un des ministères régaliens qui, vis-à-vis de l'ordre public dans les quartiers, a fait les plus belles évolutions, et aujourd'hui on arrive à des résultats qui sont assez satisfaisants et sans rien faire de particulier en termes vraiment très, très intéressants. Bon. Mais le sommet de tout, ou la clé de voûte de toutes ces politiques sectorielles, c'est la politique culturelle. Et l'enjeu dans les banlieues, il n'est ni social, ni économique, ni urbain. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dysfonctionnements sociaux, économique et urbain, et je ne dis pas non plus, et encore moins, qu'il ne faille pas de politique de rattrapage sur les domaines sociaux, économiques et urbains. Mais si on ne fait que cela, en pensant que ces dysfonctionnements sont des causes et non pas des conséquences, on se trompe. Et donc, pour moi, la cause réelle, ultime, c'est la cause culturelle. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on essaie de décliner les affaires?
Ça fait 12 ans que je suis maire, ça fait 12 ans que j'ai 3 priorités dans le cadre de la politique de la ville. Politique de la ville, ce sont des moyens particuliers que l'État donne en plus des moyens habituels pour justement essayer de rattraper les décalages que l'on peut avoir entre quartiers, entre populations. Ces 3 priorités sont les suivantes. D'abord, connaissance, enfin parfaite maîtrise de la langue française pour toutes les personnes qui habitent sur le territoire de la commune. Ça peut paraître tout bête. À ce jour, 2015, 27 000 habitants sur la ville de Montfermeil, j'ai 90 mamans qui apprennent le français. 27 000 habitants, 90 mamans. C'est colossal. Vous pourriez me dire, mais vous êtes une ville qui accueille, je dirais, les personnes nouvellement arrivées en France, puisqu'il en rentre 250 000 par an, et pourquoi pas. Effectivement, il y a un certain nombre de villes qui sont plutôt des villes, je dirais, accueillent des nouveaux arrivants. Oui, sauf que si on regarde, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre elles sont là depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans en France. J'en conclus déjà 2 choses. Quel manque d'exigence de notre part vis-à-vis des populations accueillies sur la maîtrise de l'outil, je dirais, de la communication, la langue française, et de leur côté, quel manque d'intérêt pour la langue du pays qui les accueille et dans lequel leurs enfants et leurs petits-enfants grandissent. Donc il suffit de remettre une exigence et de susciter une certaine curiosité, et ça fait 90 mamans qui apprennent le français. Est-ce que c'est seulement apprendre le français à travers le b.a.-ba, l'aspect utilitariste de la langue? Bien évidemment. Mais à travers cet apprentissage, c'est aussi les us, coutumes, codes, fonctionnement de notre société. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que leur société d'origine, ils sont ce qu'ils sont et ils permettent de se mouvoir et de comprendre comment la société française marche. Et puis, avec une dimension historique, une dimension culturelle, avec, je dirais, un certain nombre d'activités intergénérationnelles où les enfants sont impliqués, et on s'aperçoit que j'ai une assiduité quasiment 100% de présence de tous les cours, tout le long de l'année. Bon. Et là, on voit des familles, des femmes qui s'éveillent, des familles qui s'éveillent et qui, effectivement, sont dans un parcours après, je dirais, de relations, de communication avec leur entourage, d'autonomie professionnelle, d'autonomie dans la culture, dans un certain nombre de domaines qui est tout à fait intéressant. Donc, première priorité, cela. Et s'il n'y a pas la maîtrise de la langue française, c'est difficile derrière, notamment pour l'accompagnement des enfants à la scolarité. Deuxième priorité, c'est l'aide à la parentalité. Alors, je n'aime pas beaucoup le terme parentalité, mais quand même. C'est comment des systèmes éducatifs qui ont toute leur pertinence dans le pays d'origine, parce que la société est organisée d'une certaine manière et que ça fonctionne ainsi, transposés en l'état dans notre pays, produisent des parfaites catastrophes de bonne foi. Je prends un exemple tout simple. En Afrique subsaharienne, tout adulte se sent dépositaire de l'autorité parentale, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas les parents ou les enfants en question. Et c'est ainsi que les choses marchent, elles marchent plutôt bien. Imaginez quand on arrive au 8e étage d'une tour, que c'est le voisin d'à côté, du dessous ou d'au-dessus qui va prendre pour partie en charge l'éducation du gamin, c'est éventuellement le dealer du rez-de-chaussée qui va récupérer la mise, mais bon. Et donc il faut expliquer aux parents qu'ils ont une relation quasi exclusive de responsabilité vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, et que le voisin de palier, aussi gentil soit-il, ne va pas forcément s'immiscer ou s'occuper ou se préoccuper de l'éducation du gamin. Bon, on peut prendre cet exemple-là, il y en a plein d'autres selon, je dirais, les provenances, les Pakistanais, les Sri Lankais, etc. Chacun des systèmes éducatifs tout à fait pertinents, mais qu'il faut peut-être resituer ou remettre dans une autre perspective au regard du fonctionnement de la société française. Donc ça c'est important, et redonner aux pères et aux mères leur rôle, leur place, etc. Et puis troisième élément, et donc je reviens sur la culture, c'est, profitant du fait qu'on est à 15 km de Paris, c'est pour toutes les générations, donc ça part des maternelles jusqu'aux seniors, c'est connaissance et fréquentation, ça fait un peu pompeux, tant pis, ça s'appelle comme ça dans mes dossiers de subvention, connaissance et fréquentation des grandes œuvres culturelles françaises. Voilà. Donc une association qui me dit on va à Disney, bah, je dis écoutez, vous payez votre voyage à Disney tout seul. Astérix, je tolère à peine, mais enfin bon, il faut que je sois de bonne humeur. Mais si c'est plutôt Versailles, le Louvre, ou d'autres musées ou d'autres, je dirais, monuments ou lieux de culture forts, bien évidemment, on encourage, et on encourage en préparant la sortie et en débriefant la sortie. Pardonnez-moi pour ce mot horrible que je prononce dans des locaux qui ne les tolèrent pas, mais tant pis. Je vous en prie. Voilà, et donc c'est vraiment des choses, c'est pas du tourisme, c'est pas de la consommation, c'est véritablement, et donc dans ces cours de français dont je parlais tout à l'heure, il y a des personnes qui font de l'histoire de l'art et qui apprennent aux personnes à lire un vitrail, à lire un tableau, à lire une statuaire, etc. Ce qui fait que derrière, ça prépare les sorties que l'on peut faire. Et là aussi, moi je dis que pour aimer, il faut connaître, et pour respecter, il faut aimer. Donc voilà, connaître, aimer,
respecté. Et ça vient tout simplement. Et ce n'est en rien, je dirais, agressif vis-à-vis de la culture d'origine. Et j'en finirai par là, même si j'étais un peu long, et pardonnez-moi. Je vous en prie. Pour vous dire comment, après les émeutes de 2005, nous avons reconstruit notre ville qui était détruite intérieurement, puisque je dirais c'était la haine entre les quartiers, entre ceux qui avaient foutu le bordel et ceux qui l'avaient subi. Et c'était également en termes d'image par rapport à l'extérieur assez désastreux. Et c'est par la culture. Et c'est par un défilé de mode. Défilé de mode, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation du corps en public. Du string à la burqa, vous voyez qu'il y a toute la gamme des nuances intermédiaires. Donc, non mais, ça fait drôle, mais c'est comment faire converger toutes les communautés qui ont effectivement une sensibilité par rapport à la représentation du corps en public qui peut diverger ou être différente, comment sur un défilé de mode on arrive à rassembler tout le monde, ce qui est le cas. Premier point. Deuxième point, dans mes discours, je disais souvent, de la connaissance vient la reconnaissance. Et la reconnaissance dans les deux sens du terme. Je te reconnais une origine, une identité, une originalité, que sais-je. Et puis deuxième sens, je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Et ce défilé, c'est le 10e, le 7 février prochain, eh bien, il se fait en deux parties. Et on participe aux deux parties. On ne choisit pas la première ou la seconde selon ses goûts. La première, c'est chaque communauté défile en habit traditionnel. Et j'appelle ça habit traditionnel. On n'est pas au carnaval, c'est pas le folklore, c'est pas la kermesse, habit traditionnel. Comment je me fais connaître dans ce que ma culture a produit de plus joli en termes de vêtements? Parfait. Deuxième chose, ce sont des créations originales sur un thème donné par la commune, où tout le monde, quelle que soit sa communauté, sa religion, sa culture, ses provenances, son antériorité sur le sol français, eh bien, va s'approprier ce thème-là pour, avec son génie, sa sensibilité propre, le restituer, l'enrichir, etc. Donc on a pris les noms des rues du quartier qui avaient brûlé à un moment, les mosquées, donc ça tombe bien, c'est rue Trio, rue Degas, rue Picasso, rue de Rhin, etc. Donc ça permet à tout le monde d'aller plonger dans ses œuvres picturales majeures. L'autre fois, on a pris le monument de Paris. Donc il y avait le Panthéon, il y avait la Tour Eiffel, il y avait l'Opéra de Paris, il y avait sans doute l'Assemblée nationale, mais il y avait également Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur. Une autre fois, on a pu prendre 10 morceaux de musique, de Bach à Sibelius. Voilà. Et puis dernièrement, c'était les 4 éléments, mais avec versus un peu création, quoi, un peu Michel-Ange, le doigt créateur, donc pour resituer ça dans une perspective pas uniquement physique, on va dire, mais un peu métaphysique. Voilà. Et donc comment toutes ces communautés-là se plongent, quand j'ai Madame Arbe, sénégalaise de son État, qui téléphone au directeur général de l'Opéra de Paris pour avoir des notices historiques et avoir des petites histoires, etc., pour s'en inspirer pour son costume, je dis, ben voilà, on a gagné. Ce défilé rassemble plus de 1500 personnes tous les ans, toutes les communautés sont là, et c'est en termes de connaissance et de reconnaissance et de liens qui se créent, et j'ose le mot, de communion autour du beau, qui rassemble une ville, et c'est sûr que le lendemain, quand on se croise pas de la même manière. Et ça permet ensuite d'irriguer à travers toutes ces communautés, eh bien, sur des populations que l'on a moins l'habitude de voir, qui sont plus en autonomie, voire en autarcie culturelle, sportive, économique, etc. Et donc d'essayer, autour du beau, bien de rassembler tout le monde. Voilà. Et donc c'est véritablement pour moi la soirée la plus importante que j'ai en tant que maire. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être utile. Quand je fais des routes des écoles, oui, mais là, encore plus, en tout cas pour le vivre ensemble. Alors, c'est à l'échelle microscopique d'une commune. Quand on voit la tectonique des plaques sur la situation internationale, on peut dire que c'est dérisoire. Bon, j'ai le devoir de semer là où je suis suis pas le président de l'ONU. D'accord. Voilà. Alors, Kamel, Xavier Lemoine vient nous parler de culture, oui, de transmission de la culture, tout en respectant ce qui est lié aux origines. Vous êtes français. Vous êtes de confession musulmane, vous êtes berrichon, vous avez grandi dans le Berry, vous aimez la France, son histoire, sa culture. Est-ce que, pour vous, ce que vient de décrire Xavier Lemoine, c'est un processus d'acculturation? Parce que je sais que vous aimez ce terme d'acculturation. Oui, tout à fait. Il a évoqué des choses qui nous sont absolument centrales dans la démarche de Fils de France. Notre dernière université de printemps, son titre était « Connaître et aimer son pays ». Basé sur le livre de Bernard Pérouse,
qui est celui qui instruit actuellement le procès en canonisation de Marthe Robin. Exact. Donc, Recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial. Plus maintenant. Il est dans le centre de la France maintenant. Depuis peu alors. Depuis peu, oui. Donc connaître et aimer son pays, c'était le thème de notre université de printemps. Et en effet, et j'avais donné aussi un entretien à l'Action française, le journal, où j'expliquais que sans connaître la France, on ne pouvait que difficilement l'aimer. Il y a peut-être une nuance que j'apporterai dans ce qu'a dit Xavier, c'est que lui met la culture avant le social. Moi, je pense que la mixité sociale est la principale matrice du processus d'acculturation, qui fait que l'on passe de la culture des parents à la culture française. Pourquoi ? Parce que lorsque, et là il en parlera bien mieux que moi, mais lorsque vous avez un quartier relativement homogène et finalement géographiquement très proche de Paris, mais sociologiquement parlant, extrêmement éloigné de Paris. Lorsque s'ajoutent chaque année des populations arrivées de l'étranger et que tout ça vit en vase clos, le processus d'acculturation, c'est-à-dire d'appropriation des codes culturels, des codes d'interaction, des us et coutumes, est quasiment impossible. Donc, la mixité sociale, et je pense qu'il l'a parfaitement compris aussi, c'est l'idée que les primo-migrants minoritaires doivent se retrouver dans des ensembles où les anciens Français soient majoritaires, de telle manière que par l'interaction, il y ait une appropriation des codes, des us et coutumes. Je veux dire par là que si vous êtes dans une école où le français devient quasiment une langue étrangère, parce que les enfants parlent peu le turc ou arabe ou berbère. Donc votre capital linguistique est déjà extrêmement affaibli. Le capital linguistique étant l'élément de base dans les rapports d'interaction. Vous allez chercher demain un travail, un stage, etc. Si vous n'êtes pas capable de conjuguer vos verbes dans une phrase, de fait, vous n'êtes pas le candidat qui sera retenu. Si ce prolongement dans une école faible, aux capitaux culturels faibles et la langue en premier, débouche sur un diplôme faible, il aboutira à un travail faible et à un logement qui se resituera dans cette zone paupérisée, enclavée, séparée des territoires de la Grande France. Donc, à mon sens, l'amorce de l'acculturation, c'est l'intégration ou l'assimilation sociale, dans le sens où école forte, diplôme fort, profession forte, logement fort. Et là, on sort de ce cycle infernal de, j'aime pas trop ce mot, mais de la guillotisation, tout le monde aura compris. Ainsi, lorsque vous êtes minoritaire parmi une majorité, de fait, vous êtes irrigué des codes de la majorité et finalement, votre processus d'identification identitaire via l'islam concernant la strate sociale d'appartenance des quartiers, des cités, qui font d'ailleurs les choux gras d'un ensemble d'associations victimaires depuis une trentaine d'années, allègrement financées par les pouvoirs de gauche, s'en retrouvent complètement arrêtés, si vous voulez. Et l'on passe dans quelque chose de virtueux qui fait que vos enfants vont aller dans une école où ils seront ethniquement ou religieusement minoritaires, mais dans un ensemble majoritaire partageant les us, les codes, les us et coutumes et codes du pays. Tout ça doit s'accompagner, je pense, par la reconnaissance de l'identité, des subtilités de l'identité, mais pas de l'identité du migrant ou de son fils ou de ses enfants, mais de l'identité du pays, de la majorité. Parce que l'identité française, depuis 30 ans, est bafouée en vérité. Et le socle de l'identité française, je pense, c'est quand même le catholicisme. Le catholicisme a façonné ce pays. Il y a 40 000 lieux de culte dans notre pays. Les crucifix ornent nos villes et nos campagnes. Donc, s'il y a un déni d'identité en faisant naître la France en 1789, vous coupez de fait ces populations qui ont besoin de culture, et même de culture sacrée, de l'histoire, de la grande histoire de France. À partir de ce moment, si vous produisez des éléments identitaires liés uniquement à la laïcisation, qui souvent est un anticléricalisme caché,
Si vous parlez de loi, de réforme sociétale comme le mariage pour tous, si vous faites des traditions françaises la ringardise absolue, de fait, vous empêchez ces populations fraîchement françaises de s'approprier l'habitus historique né du baptême de Clovis. Et je le dis très directement dans les mosquées, liberté, égalité, fraternité n'est rien d'autre que la version sécularisée de la doctrine sociale de l'Église. Et qu'en vérité, notre pays n'est pas laïque, notre pays est une catho-laïcité. Il y a un fond, il y a un substrat qui est profondément catholique. Et si on ne le dit pas à ces jeunes pour qui le sacré demeure sacré, vous êtes en train de vouloir semer une graine sur du béton. Ça ne marchera pas. Il faut une reconnaissance identitaire qui soit dialogique. Certes, je suis fils de l'immigration, je suis d'origine ceci ou cela, je suis musulman, mais je rencontre un pays s'étant construit sur une identité religieuse forte, sur des identités régionales fortes. Le flamand n'est pas le provençal, qui n'est pas le savoyard, qui n'est pas le breton. Et malgré la mondialisation, nous devrions aussi permettre à ces gens fraîchement français qui ne connaissent pas la richesse des terroirs français d'envisager la France au-delà du McDonald's, du kebab, de H&M et de Nike, pour faire simple. Alors, Xavier Lemoine, on parle de choses d'une dimension très profonde au plan culturel, de l'identité française. Et ce que je dis là, je le dis dans les mosquées. Ce n'est pas un discours de convenance parce que je suis chez Ictus. Oui. Voilà. Je le disais il y a une semaine à la mosquée de Valenciennes, où le titre de la... Excusez-moi Xavier, je termine. Non, où le titre de la conférence était « Ensemble pour la France, comment foi et patriotisme peuvent unir les Français ». Et la foi, ce n'est pas uniquement la foi des musulmans, mais c'est la foi qui a construit ce pays depuis le baptême de Clovis. Alors, entendre ce discours, par exemple, à Montfermeil, est-ce que vous aimeriez que un musulman vienne parler aux musulmans à Montfermeil pour leur dire de telles choses? Comment moi, je suis preneur, mais je ne peux pas me substituer à l'accueil ou à l'invitation que pourrait faire telle ou telle association ou lieu de culte, mais sur le principe, je souscris pleinement. Je voudrais reprendre la première partie de l'intervention de Kamel sur la mixité sociale. Ce que vous souhaitez n'a pas été fait. Et je crains aujourd'hui, au regard des logiques démographiques qui sont en place, que ce soit trop tard. Car de toute manière, quand bien même ces personnes primo-arrivantes pourraient être mises dans un endroit où elles seraient minoritaires, les structures associatives et communautaires sont suffisamment fortes pour pouvoir tout de suite les récupérer, entre guillemets. Sans compter également ce que les pays d'origine, qui ne veulent pas perdre la main sur leurs ressortissants, en termes d'influence politique, etc., logique de diaspora. Donc là, je crains qu'hélas, sur ce volet-là, ce soit trop tard. De surcroît, quand... Mais je parle pas toujours des... Moi, je ne parle pas des primo-migrants, Xavier, je parle surtout de leurs enfants. C'est-à-dire que quand une personne est arrivée à 30 ans en France, je crains que l'acculturation se soit un peu râpée, où on pourra limiter les dégâts. Mais je parle de leurs enfants qui naissent en France et qui naissent dans des zones où les codes d'interaction, les culturels, demeurent importés. Absolument. Mais je crains que ce soit trop tard, mais il aurait fallu faire ça. Et quand de surcroît, effectivement, on est sur la négation de l'identité de la France à travers une laïcité qui n'est qu'un laïcisme, donc un athéisme déguisé, c'est la cerise sur le gâteau, et ça rend les choses, pour l'instant, irréversibles. Effectivement, et on est sur un hiatus majeur, puisque le fait religieux et le rapport à la transcendance, vous ne pourrez pas, je dirais, l'éradiquer, ce n'est pas souhaitable de le faire, mais elle est extrêmement présente, et donc on accumule actuellement une frustration sur ce rejet de la transcendance qui arme, je dirais, la violence dont nous sommes collectivement victimes aujourd'hui. Donc là, on fait fausse route. Depuis 15 jours, ce qu'on entend en pensant diffuser la laïcité de manière verticale depuis la laïcité invoquée, qui n'a jamais d'ailleurs été précisée dans son contenu,
et qui n'est qu'une version encore plus dure du laïcisme auquel nous avons pu être contraints depuis au moins 1905, mais ça remonte, effectivement les racines remontent à 1789, vont provoquer en retour, enfin le laïcisme et le lit du fondamentalisme. Ils se nourrissent l'un l'autre, on est sur la montée aux extrêmes, c'est René Girard, enfin on est sur une montée aux extrêmes, une surenchère, etc., jusqu'au moment où... Jusqu'au choc des civilisations. Jusqu'au moment où il y a un arc électrique qui se fait entre les deux, et donc c'est tout ça qu'il faut essayer de désamorcer très, très rapidement, mais on prend un chemin très risqué aujourd'hui. Très risqué. Alors... Pardonnez-moi, et on va arriver sur une expérience intéressante à Montfermeil, sur une école hors contrat, qui se définit comme étant aconfessionnelle. Et en disant cela, elle dit, l'enfant n'est pas obligé, à la porte de l'école, de laisser accrocher au portail sa transcendance, sa religion. Mais en même temps, il lui est demandé que s'il peut venir avec, qu'il puisse également accepter que l'autre vienne avec, quand elle est différente, s'écouter, échanger, etc. Et c'est une toute autre chose, puisque je dirais l'enfant, il est respecté dans son identité profonde, qui fait également, dont le fait religieux et le rapport à la transcendance fait partie, mais il sait que c'est en interaction avec d'autres transcendances, d'autres manières de voir les choses, et je pense que de ce point de vue-là, il y a un grand respect de l'enfant, il y a un grand respect des familles, et on est, me semble-t-il, sur des identités qui ne sont pas, je dirais, amputées dans le cadre de l'école, et qui, étant amputés dans le cadre de l'école, ont beaucoup plus de mal à appréhender les matières qu'on leur enseigne, puisqu'ils savent qu'une partie d'eux-mêmes est restée dehors, et cette partie s'insurge, et ensuite c'est le conflit entre la raison et la foi, alors que s'il y a conflit, il y a dissociation, s'il y a dialogue, eh bien, à mon avis, les choses se construisent tout à fait différemment. Là, vous parlez des cours Alexandre Dumas, donc qui accueille 120 élèves à Montfermeil, qui est une expérience, qui est plus qu'une expérience, c'est une réalisation depuis 3 ans. Là, on parle justement d'agir sur des jeunes générations. Donc là, il y a quand même une piste intéressante, un prototype en quelque sorte. À mon sens, le cours Alexandre Dumas est l'idéal en termes d'accélération ou d'accompagnement du processus d'acculturation. C'est-à-dire que si on a compris, et à Montfermeil, semble-t-il, on l'a compris, que l'école est le lieu de capitalisation de la langue, des savoirs, de l'identité du pays par les visites dont nous parlait Xavier, je pense qu'on a d'un seul coup une machine qui propulse le petit-fils de migrants vers l'identité française sans nier son identité, une part de son identité qui est l'identité religieuse. Parce que l'individu est composé de plusieurs identités. Il y a évidemment l'identité sexuelle, même si on tente de la nier aujourd'hui avec la théorie du genre, avec le mariage pour tous, etc. Il y a l'identité ethnique, qui fait que moi je suis d'origine algérienne, donc vaguement arabo-berbère, voilà. Il y a des Basques, il y a des Bretons. On doit pouvoir accepter cela. Et je dirais pourquoi on doit pouvoir. Et il y a l'identité spirituelle et il y a l'identité sociale. Le fait d'être notaire dans le centre de Chartres, ce n'est pas comme être agriculteur dans le sud de la France, ce n'est pas comme, etc., etc. Donc il y a aussi une identité sociale. L'ensemble de ces caractéristiques produisent des individus originaux. Pourquoi je dis que l'ethnicité est envisageable, ou l'altérité dans l'ethnicité est envisageable sans la nier? Parce que la France s'est construite sur une hétérogénéité ethnique. La France, au 5e siècle, rencontre des peuples sur son territoire, se rencontrent des peuples sur son territoire, celtes, latins, germains, etc., qui produisent une hétérogénéité ethnique à l'échelle de l'Europe. Donc on est au Moyen-Âge. Donc c'est une forme de mondialisation à l'échelle de l'Europe. Dans la post-modernité, dans un monde qui devient village, il est aussi envisageable pour la France d'être fidèle à ses valeurs d'altérité ethnique dans un contexte extrêmement différent, mais dans des proportions gardées. Et c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement important de stopper l'immigration, parce que l'immigration, aujourd'hui, pénalise l'ensemble des Français, mais pénalise doublement les Français issus de l'immigration. Dans le sens où, parce que des nouveaux migrants vont venir s'ajouter dans les quartiers, ils empêchent le processus
d'acculturation. Alors je comprends qu'il y ait un sud pauvre, un nord riche et qu'il y ait des poussées migratoires inéluctables. Mais tout de même, si l'on ne veut pas, ou si l'on souhaite que nous n'ayons pas en France une déliquescence de l'identité qui produit un ressentiment globalisé, qui ne s'exprime pas, ou qui s'exprime de manière sporadique par des élections. Mais je crois que le malaise français aujourd'hui, il est en effet économique, mais il est d'abord culturel. Quand vous avez des rues qui ont complètement changé parce que les charcutiers ont déménagé, que ça a été remplacé par des boucheries halal avec de l'écriture en arabe, etc., etc. Je suis désolé, mais celui qui a connu l'Argenteuil, village des années 60, eh bien, il est exaspéré. Mais il n'a pas le droit de dire son exaspération. Et le fait de ne pas avoir le droit de dire son exaspération l'exaspère encore plus. Et devient potentiellement celui qui demain, en cas de paupérisation avancée de notre pays, pourrait devenir, passer à autre chose que du discours. Voilà. Donc, je crois que mixité sociale, c'est peut-être un peu tard. Je ne suis pas certain. Peut-être sur votre ville. Je pense qu'il y a plein d'autres endroits en France où c'est encore possible, notamment les villes moyennes, etc., où c'est encore largement possible. Mais limitation ou arrêt drastique de l'arrivée de nouveaux migrants. Parce que, je ne sais pas, moi, vous cuisinez certainement, moi je cuisine un petit peu, mais quand je fais une mayonnaise, si le filet d'huile est trop important, il n'y a pas d'émulsion et votre mayonnaise, elle ne prend pas. Il faut que le filet d'huile soit extrêmement fin. Et si on envisage aujourd'hui sérieusement de dire que l'on veut retrouver un peuple solidaire, un peuple français dans la liberté, dans l'égalité et la fraternité, on ne peut pas y arriver avec 250 000 personnes qui rentrent chaque année en France. C'est pas possible. Thierry Lemoine, faut-il revoir la politique migratoire au niveau français, européen? Oui, enfin, là-dessus, ça fait des années que je le dis. Enfin, je souscris pleinement à ce qui a été dit. D'autant qu'au regard des déséquilibres nord-sud, je ne suis pas sûr que les 250 000 personnes accueillies résolvent beaucoup la problématique en question. Elle se situe à un autre niveau, bien évidemment. Mais on est sur des bascules démographiques et donc culturelles derrière, sans précédent dans notre histoire quand même, sauf à revenir au 5e siècle, mais ça s'est quand même frité un peu quand même. Ouais. Alors Kamel, par exemple, on parle de culture, d'acculturation. Qu'est-ce qui, pour vous, dans la culture française ou dans son histoire, vous paraît le plus aimable, le plus beau à faire aimer à une personne qui n'est pas née dans cette culture? Je crois que c'est l'ambition naturelle de la France d'exportation de ses principes. La France a donné à l'Église catholique son plus grand nombre de saints. La France est née du baptême de Clovis et la France a participé à exporter l'idée d'une foi universelle qu'est le catholicisme. Alors, disant ça, je ne suis pas en train de faire le missionnaire inversé, dans le sens où il faudrait convertir au catholicisme les populations musulmanes. C'est absolument pas ça. C'est simplement que aujourd'hui, l'ensemble des musulmans de France, ça je pense que je peux le dire sans trop d'hésitation, a un rapport de respect absolu à l'endroit du sacré. Et que si l'on arrive à faire émerger l'idée que la France s'est construite sur du sacré et que le sacré n'a été que réhabillé d'un champ lexical sécularisé après la République, si vous voulez, au moment de la République, arriver à faire ressentir que la France n'est pas un ensemble matériel ou une construction de la philosophie des Lumières uniquement, mais que la France est dans la transcendance et que les valeurs de cette transcendance s'imbriquent parfaitement avec les valeurs fondamentales de la religion musulmane, dans la lecture de la majorité en tout cas des musulmans de France et du monde, je pense. Eh bien là, on a un trait d'union extrêmement fort. Mais produire une idée de la France asséchée de transcendance, asséchée de spiritualité et de sacré, c'est présenter une sous-France, en un mot et en deux mots. Xavier Lemoine. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, le mot identité a été souvent prononcé. Et je commence à m'en méfier.
Et l'expérience qui avait été menée sous la présidence de Nicolas Sarkozy m'a convaincu que c'était un mot finalement qui était dangereux. Et comme dirait le général de Gaulle, comment voulez-vous gouverner un pays avec 365 fromages différents? J'ai peur qu'on ait 65 millions d'identités différentes et que pour se mettre d'accord, on avait d'ailleurs commencé par se taper sur la figure au moment de ces fameuses réunions sur l'identité. Et plus que identité, où finalement c'est un terme que l'on peut chacun d'entre nous revendiquer, je revendique une identité. Bon, c'est quand même une source de pugilat, et avant de se mettre tout le monde d'accord, ça va être compliqué. Je préfère le mot vocation pour la France, et je crois que c'est dans la continuité de ce que vient de dire Kamel, une vocation, ça se reçoit. Et on se met au service de la vocation. On ne renonce à rien de ce que l'on est, de son originalité, et c'est justement ce que nous sommes et au regard de nos talents qui peut justement aller vers la réalisation de cette vocation, mais ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendication, ça se reçoit, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Et si on reprend cette vigoureuse interpellation de Jean-Paul II, mais qui n'est que la énième, quand on regarde toute l'histoire des pontifes et des mystiques et des saints qui ont interpellé la France, et il n'est pas pressant, Benoît XVI et François l'ont fait. France finit d'église éducatrice des peuples. Déjà, si effectivement on se mettait au service de cette vocation, ça éviterait que chacun revendique ce qu'il a envie de revendiquer et que l'on se mette chacun avec ses talents au service de cette vocation, au service de cette mission universelle qu'a la France, effectivement. Je pense que c'est dans ses gènes et de nature, me semble-t-il, à faire converger les énergies plutôt qu'à les faire se combattre comme elles se combattent aujourd'hui. Très bien. Xavier Lemoine, merci beaucoup pour cet entretien. Kamel Béchik, merci infiniment également. Merci.